Donc pour lui, certains d'entre eux font partie de certains partis politiques ici, sont même présidents de certains partis politiques. Pour lui, ce sont des potentiels candidats à la présidentielle du Mali, sauf qu'il oublie qu'un criminel ne peut pas être autorisé à se présenter à une élection présidentielle au Mali. Donc pour Ouattara, c'est un moyen de pression que lui, il a sous la main contre non seulement les autorités du Mali, mais bien sûr en faveur de ces discussions avec la France et par rapport à la zone CEDEAO. Donc pour Ouattara, il sera utile en hébergeant, en détenant tous ces gens-là. Même Damiba va finir par se retrouver entre les mains de Ouattara. Donc Ouattara se veut un peu ce point focal. Donc il ne veut pas perdre un moyen de pression sur le Mali. Pour lui, ça sera un échec. Dites-vous s'il échoue, est-ce que Macron va permettre que Ouattara s'accroche au pouvoir? Parce que n'oubliez pas que l'armée ivoirienne est aujourd'hui désarmée. Et ça serait désarmée. Il n'y a que des milices pro-Ouattara qui détiennent aujourd'hui des armes. Mais les militaires ivoiriens, en grande partie, sont désarmés parce que Ouattara a peur. Il a peur, il tremble, il y a des militaires français là-bas. Donc il compte beaucoup sur les Français qui peuvent constituer une force d'interposition. Donc, en essayant de libérer cela, est-ce qu'il aura du poids auprès de Macron qui est déjà fâché contre lui, d'après les indiscrétions, bien sûr, d'après aussi Chris Yapi. Macron sera fâché parce que Ouattara, malgré tout ce qu'on a mis à sa disposition, la CEDEAO, l'aménagement, les sanctions, plus de 6 mois sur le Mali, il a échoué. Les autorités du Mali sont toujours renforcées dans ce duel, dans ces bras de fer qui les opposent bien sûr à la France. Donc Ouattara pour moi est en danger. Il marche aujourd'hui sur un terrain glissant, il marche sur les pointes des pieds, il marche lui-même sur des pointes. Donc en libérant ses opposants juste pour avoir ces quelques militaires, pour satisfaire lui son opinion nationale, à satisfaire son opinion nationale, il va causer du tort à l'ambition que la France a, à l'ambition géopolitique que la France a au niveau de l'Afrique. Parce qu'à ce moment, en libérant ces hommes-là, et que si Ouattara essaie de se réconforter, se réconcilier avec son opinion par rapport au 46, bien sûr, il aurait mis Macron en difficulté. Et bien sûr, je pense que ça va suivre un bras de fer entre Ouattara et Macron, un bras de fer auquel Ouattara ne pourra pas résister. Merci Issa Diawara. Jonathan Batengene, alors c'est vrai que on a du mal à se situer finalement dans négociation, il y a ou pas, il n'y a pas de négociation. En tout cas, si l'on s'en tient toujours aux informations que nous avons reçues, une source malienne aurait donné quelques précisions en affirmant que Bamako a envoyé à Abidjan un nouveau document à valider pour donner un coup d'accélérateur au dossier et attend le retour des autorités ivoiriennes. Cette info est aussi confirmée par certaines sources au niveau de Lomé au Togo. Qu'est-ce qui traîne ou quel pourrait être le contenu de ces documents envoyés par Bamako à Abidjan? C'est confidentiel pour l'instant, donc on ne peut pas lier dans une boîte de cristal, dans une boule de cristal. Est-ce que ce seraient des demandes, pour ne pas dire les exigences de Bamako qui sont de plus en plus précisées? Si les négociations sont secrètes, pourquoi des informations aussi sensibles fuiteraient? C'est d'abord l'une des questions qu'on se poserait. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien être contenu dans ce genre de documents? C'est certainement les desiderata de la partie malienne. Toutefois, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Les indicateurs montrent, tous les indicateurs montrent que on n'a plus affaire avec les mêmes mécanismes diplomatiques depuis un temps. C'est une affaire de militaires. Donc les militaires s'y sont mêlés. Et tout montre que c'est les militaires de la junte française qui désormais contrôlent le dossier avec la diplomatie de la junte française, et tout le reste c'est des intermédiaires qui jouent un rôle plus ou moins de larbin ou de prétendus intermédiaires, mais qui sont en fait des émissaires qu'utilise la junte française pour se positionner. Même finalement le Togo, l'occasion a fait le larron.
le Togo qui s'était proposé comme médiateur contre l'avis d'Alassane Dramane Ouattara, qui n'aurait pas bien voulu voir le Togo jouer un tel rôle qu'il apparente au leadership togolais. Le Togo quand même qui a réussi à comment dire ça, à faire libérer les trois dames. Oui, c'est un geste qui a donné au Togo une certaine crédibilité auprès de la jeune française. Et le Togo qui jouait sa partition a réussi à s'imposer dans le dossier. Donc les Togolais ont aujourd'hui certainement, ils assument le rôle d'émissaire au nom de la jeune française pour travailler sur le dossier. Certainement eux avec beaucoup plus de marge de manœuvre, contrairement aux Ivoiriens qui sont pieds et mains liés et qui ne peuvent pas sortir des canevas tracés par la jeune française. Les Togolais, eux, peuvent, dans une certaine mesure, prendre un certain type d'initiative parce qu'il y a des résultats qui ont déjà suivi. Donc, il y a une certaine confiance gagnée à leur niveau et il y a une marge de manœuvre qui leur est accordée qui leur permet de manœuvrer sur le dossier. Serge Daniel, c'est une communication de pression qu'il utilise aussi. C'est subtil en matière de négociation parce que en laissant fuiter des informations qui sont présumées vraies parce qu'elles peuvent être aussi présumées fausses, c'est-à-dire qu'elles peuvent n'avoir aucun fondement, en laissant fuiter ce genre d'informations, il met une douce pression sur les autorités de Bamako en laissant penser que ces autorités seraient dans le sens de plier dans le dossier. Ce qui, quand on analyse les postures des autorités maliennes, on ne ressent pas. Abdoulaye Diop était il y a quelques jours en Algérie, où il a donné une conférence de presse. On a suivi le ton ferme avec lequel il s'est exprimé en matière de respect de la souveraineté. On a également suivi Abdoulaye Diop dans sa prise de parole concernant la jeune française. Il est resté droit dans ses bottes et il a essayé de définir le cadre dans lequel le Mali souhaite coopérer avec les pays dans le monde. Si il y avait une évolution un tant soit peu positive dans le sens souhaité par la jeune française, eh bien, ne serait-ce que dans le discours, on aurait senti que le ministre Abdoulaye Diop a déjà établi des concessions. Il y a encore d'autres éléments. Au niveau du Mali, on ne ressent pas une véritable volonté des autorités de donner trop facilement, c'est de rendre trop facilement ces éléments à la jeune française. Parce que jusqu'à présent, tout montre que c'est les hommes de la jeune française, ils sont les plus nombreux dans le contingent. Donc, la loi du nombre impose que lorsque vous avez le plus grand nombre de ressortissants dans une bande, cette bande-là est finalement considérée comme étant la vôtre. Donc, la jeune française, actuellement avec Bamako, entretient des relations très tendues. Et les médias mensonges que sont RFI et France 24 ne dérogent pas à leur identité. Ils sont simplement dans la délation, la continuité de la fausse information, la désinformation des populations, la manipulation avec ces suspens laissés par de prétendues sources confidentielles qui auraient été apportées à leur correspondant, Serge Daniel en l'occurrence, et finalement laissent planer sur le dossier et veulent affaiblir l'opinion pro-malienne, en laissant planer sur l'opinion que les autorités de Bamako ne sont pas aussi solides que vous le pensez, les autorités de Bamako ne sont pas aussi fermes que vous l'envisagez, les autorités de Bamako arrondissent déjà les angles. Vous avez vu que c'est complémenté avec la manipulation qui a eu lieu sur les propos du ministre Abdoulaye Diop. Sur notre compte Twitter, on a publié l'extrait de communication qui a été ainsi manipulé. Il était on ne peut plus clair dans la coopération qu'il faut avoir avec les pays étrangers. Et quand il parlait de diversification, il ne laissait à aucun moment la porte à une éventuelle coopération avec la junte française. Donc, ils sont en train de vouloir retourner la situation
de manière communicationnelle, ils sont en plein dans la guerre informationnelle. Ils veulent à tout prix retourner l'opinion et donner l'impression que les autorités de Bamako ont perdu de leur fermeté. Surtout que la communication qui est concordante avec cette communication, c'est la communication sur la suractivité des terroristes, ce qu'ils présentent comme un regain de puissance des terroristes. Donc, c'est concordant en disant, ben finalement, ils sont fébriles, vous ne voyez pas, ils ne peuvent plus tenir bon sur le dossier des 46, ils ne peuvent plus tenir bon sur les dossiers sécuritaires. Donc, ces autorités-là sont en train de chercher des voies de sortie d'honorabilité tel qu'eux ils l'envisagent sur le plan international. C'est essentiellement là l'objectif visé par ces communications fausses sur le dossier des 46 mercenaires. Mais c'est surtout un indicateur et ça nous conforte dans l'idée que le vrai concerné dans cette histoire, c'est la junte française. Merci Jonathan Batengene. Jean Sakponou essaye de nous joindre. Est-ce qu'on peut l'avoir tout de suite? Alors, je rappelle que du côté de YouTube, apparemment, la liaison est coupée. Essayez de voir ça, s'il vous plaît, à la technique. Jean, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Je ne sais pas si Jawara est là. Allô, Bachir? Oui, Jawara, il est là, il vous écoute. Ah, ok. Bonsoir aussi, Jawara, puisqu'on n'avait pas écouté avant que... Rien détenu dans la capitale. Oui. Bachir, vraiment... Oui. Bachir, vraiment, nous sommes dans un... Et on fait face à un problème très sérieux, mais nous avons la victoire. N'ayons pas peur. Vous voyez, nous, ce que nous pouvons dire, c'est vrai, on ne peut pas demander plus à la Côte d'Ivoire. Mais nous leur disons de rester courageux, fermes. C'est vrai, il y aura beaucoup de pertes, comme il y en avait eu dans le passé, mais il n'y aura plus qu'il y avait eu dans le passé. La Côte d'Ivoire devient, c'est-à-dire, c'est devenu, et c'est visible, c'est-à-dire, c'est dans la main de la France. Voici. Et c'est clair, la Côte d'Ivoire est maintenant dans la main de la France. Et la France se prépare, pensant que, parce que le Togo s'éclipse un peu, mais c'est dans le même noyau, Commonwealth, mais ça n'empêche, c'est le même Angleterre, tout ça, c'est le même puis même tabac, c'est toujours domination, destruction et autres. Donc, la France est en Côte d'Ivoire pour bousiller, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais le dire, mais que les Ivoiriens le sachent. Il y a des hommes en Côte d'Ivoire quand même. Mais Ouattara est présenté comme une image, c'est pas Ouattara que nous devons voir en tant que tel, c'est vrai. Mais cette dame Dominique, elle est sur tous les plans. C'est elle-même qui a organisé la venue de Ouattara. Elle a bien participé à la venue de Ouattara sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi elle prend la charge. Appartenant à des groupes démoniaques, destructeurs, ils sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Détruire la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une injustice, ça suffit. La France est actuellement active en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire, mais elle va perdre la Côte d'Ivoire. Nous venons d'apprendre encore ce jeudi qu'il y a un navire de guerre français qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Plus de 22 000 tonnes, avec 200 mètres de long. Soi-disant sécuriser la côte du golfe de Guinée. Bachir, dites-moi, est-ce que la France, cet énergumène, ce petit maudit, de venir sécuriser la côte du golfe de Guinée? Leur plan, c'est pourquoi vous allez entendre dans leur discours, même dans le discours de Guterres, golfe de Guinée, sécuriser golfe de Guinée, parce que c'est là leur dernier espoir. Mais c'est une injustice quand même. Comme ils sont habitués et nous faire croire l'injustice comme justice, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de la France dans la côte du golfe de Guinée, ni dans aucun pays africain. On n'a pas besoin d'aucun pays occidental dans nos régions pour nous sécuriser, sincèrement. Ils n'ont qu'à plier bagage et partir chez eux.
Pourquoi ils s'acharnent comme ça sur nous? Parce qu'on n'a pas de défense physique, on n'a pas de bombes nucléaires, et ils nous intimident. Mais ça doit s'arrêter, que les consciences se réveillent. D'ailleurs, plus ils le font, plus la conscience africaine se réveille, divinement. Et vous allez voir la fin. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Ils nous tuaient par des maladies qu'ils envoient dans la population africaine pour les distribuer. Pourtant, on se reproduit plus en Afrique que chez eux. Ça ne leur dit rien. Pour eux, ça ne leur dit rien. Ils continuent toujours. Et d'une façon flagrante, la France est en train de s'armer en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? Pour tuer les Africains? Mais ça, c'est trop vil, ça. C'est trop vil. C'est trop vil. Qu'ils ramassent les affaires, qu'ils font tout pour partir. Ils seront bloqués, ils seront humiliés et dénoncés, exposés, et tous les places vont échouer. Parce que nous aussi, nous sommes des humains en fin de compte. Nous avons droit à la vie, nous avons droit à la dignité humaine. Parce que nous sommes en guerre, que les Ivoiriens ne se découragent pas et qu'ils continuent la lutte, qu'ils se réveillent davantage pour bousiller, pour bouter hors de leur pays, pas seulement les Ivoiriens, toute la sous-région. Nous devons tout faire pour que la France s'en aille loin de nous. Elle doit partir, qu'elle veut ou pas. Merci, nous sommes en guerre. Merci, cher Jean Sakpono. Rassurez-vous, la liaison a été donc restaurée avec du côté de YouTube, canal par lequel vous nous suivez, vous particulièrement. Nous restons au téléphone. Zerfel nous appelle d'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Ok, bonsoir, Bachir. Et je salue Nathan, mon frère. Je salue tous les techniciens de Forio TV. Bachir, tu vas me permettre un peu de... Excuse-moi de te tutoyer ce soir, parce que vraiment, c'est mon frère. Yes. Et je voudrais profiter de l'antenne un peu pour lancer un appel à nos politiciens, surtout de PPACI, à ces politiciens-là, parce que c'est le parti aujourd'hui sur lequel les Ivoiriens ont l'espoir. Je dis à mes frères de ce parti-là de vous réveiller, parce qu'on ne fait pas la politique sans communication. Et voici, vous avez en face de vous une télévision qui a besoin des gens pour qu'ils viennent, disons, informer la population de leur pays ou, disons, du continent. Alors, la télévision For You est là pour vous. Au lieu de rester, comment dirais-je, dans les quatre murs, sans communiquer, il y a une télévision, et il y a Chose For You, et il y a Afrique Média. Venez sur cette télévision-là pour informer un peu les Ivoiriens et les Africains. Au lieu de rester d'attendre le président Gbagbo pour venir, comment se présenter, puis vous avez l'entourer là, c'est vous, il vous envoie en chose comme en mission, c'est vous qui devez chercher les micros pour lancer ou pour, comment dire, sensibiliser les gens. Mais si vous êtes assis dans vos maisons là, comment vous, nous autres, on peut entendre, comment dire, ce que vous voulez faire avec les Ivoiriens? Alors c'est cet appel là, si vous entendez ce soir ce que je suis en train de dire, venez rapidement sur cette télévision qui est devant vous là, For You TV, et Afrique Média aussi est là pour vous aussi, parce que personne, c'est-à-dire que n'importe qui peut appeler sur cette télévision, il ne sera jamais censuré. Alors j'appelle mes frères de venir, comment dire, communiquer avec cette télévision. Maintenant, si je finis avec ça, je vais parler maintenant du Mali. Moi, je vais m'adresser tout simplement aux Maliens dans un bref. Tout simplement, vous avez, comment dire, des mercenaires qui sont chez vous là. Ça fait longtemps que, comment dire, la Côte d'Ivoire est là en train de se muscler ou de, comment dirais-je, parce qu'ils ont tenté tous les moyens, ils n'ont pas pu, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire maintenant. Vous les mettez de côté et puis vous occupez-vous de ce qui vous regarde présentement, c'est-à-dire que la sécurité de votre pays là, c'est ça qui est important. Si Alassane, on sait déjà que Alassane a déjà abandonné ses prisonniers là chez vous, faites ce que vous voulez de ces gars là. C'est ça, comment dire, c'est vous qui
donner comment dire, la parole à ce monsieur-là pour dire de n'importe quoi aujourd'hui. Parce que si depuis que vous avez pris ces gars-là, si vous avez fait ce qu'on attend là, si vous avez fait ça depuis là, je ne vais pas dire ça ici, c'est qu'on attend, qu'on arrête un voleur ou on arrête un mercenaire là, c'est qu'on fait de ce mercenaire là. Si vous avez fait ça depuis là, on n'avait plus parlé d'eux. Mais comme ils sont là aujourd'hui et que ce monsieur-là veut les abandonner, ne prenez pas votre temps pour discuter sur ce genre de trucs et chercher à sécuriser votre pays et puis pour que vous commencez à faire le développement de ce pays-là, pour que les Maliens puissent avoir de quoi manger, être en sécurité. Ceux qui ont quitté leur village puissent retourner dans leur village. C'est simple. Donc ne vous occupez pas. S'il veut, il n'a qu'à les laisser là-bas, faire ce que vous voulez de ces gars-là, et puis on n'en parle plus. On avance. Celui qui est, s'il veut demain là, s'il veut les chercher, il n'a qu'à venir. Aujourd'hui, on a des prisonniers en Côte d'Ivoire qui font des années, 11 ans, 10 ans, aujourd'hui en prison, ils ne sont jamais jugés. Alors si ce monsieur-là, ces mercenaires qu'il a envoyé là-bas pour tuer des gens, et qu'on a pris la main dans le sac, il a honte. Il ne peut pas se présenter, il ne peut pas parler aujourd'hui. Il est en train de tourner, faire le tour. Et par fini, comment dirait ces gars-là, eux-mêmes, ils vont voir que le monsieur qui les a envoyés là, c'est un faux type, c'est pas quelqu'un, il n'a pas de dignité. Un vieux comme ça à son âge, il continue de mentir au monde entier. Alors, donc, où on va avec ce gars-là? Moi, je m'arrête là, parce que vraiment, j'ai trop de choses à dire sur ce monsieur-là. Si je prends tout ce temps-là, l'émission ne va pas s'arrêter. Donc, je m'arrête là et puis je vous dis bon week-end. Merci. Merci. Merci à vous, cher Zerfel, pour l'appel depuis l'Allemagne. Issa Diawara, est-ce qu'on sait davantage sur la plainte du Mali du côté du Conseil de sécurité? Puisque là encore, c'est une autre, ça ressemble à une autre lettre morte. Ouais, pour le moment, c'est toujours une lettre morte. Une lettre morte qui devient une plaie à la gorge de la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui est accusée, c'est pas le Mali. C'est la France qui est accusée du terrorisme. Bachir, j'avais oublié, permets-moi de saluer tous les appelants et d'apprécier leurs brillantes interventions. Et je continue, je dis donc, ceci étant, il faudrait voir qui accuse. Donc c'est le Mali qui accuse la France du soutien au terrorisme. La France a voulu démentir l'autre jour, vouloir ramener ce dossier en un clash médiatique. Ce n'est pas un clash médiatique. Nous voulons une confrontation au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que la France évite. Le Mali a dit, le Mali a précisé, le Mali a retiré sa demande. Puisque la France a dit que c'était un mensonge, le Mali dit, mais si c'est un mensonge, le Mali demande à la France elle-même de porter le dossier. Et moi, je pense aujourd'hui, là où nous en sommes, les relations entre le Mali et la France a tout intérêt à voir le Mali aller se faire ridiculiser devant le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est un intérêt important pour la France pour marquer des points, non seulement au niveau du continent africain, mais au niveau de l'opinion internationale. Montrer aux yeux du monde que vous voyez que depuis le début, le Mali n'avait fait que mentir contre nous. Voici que nous sommes venus au Conseil de sécurité, voilà que le Mali n'a aucune preuve. Mais pourquoi la France refuse au Mali les droits d'aller se faire ridiculiser? Pourquoi la France refuse au Mali les droits d'aller se faire casser les dents devant le monde entier? Pourquoi? La France nous aime autant. Macron aime Assimi Goïta jusqu'à un tel point. Je ne comprends pas. Et depuis quand la France aime le Mali qu'il a mis dehors, qu'il a expulsé, qui a chassé son ambassadeur, qui a fait fermer RFI, France 24, et qui tient tête à la France partout jusqu'au niveau de l'ONU. Et aujourd'hui, la France dit que ses intérêts sont menacés à cause du Mali. Depuis quand la France aime le Mali à tel point de dire au Mali de ne pas aller, en tout cas, se faire humilier, d'aller se faire ridiculiser au niveau du Conseil de sécurité. Bien sûr, si la France refuse cette confrontation que le Mali demande, c'est bien sûr parce que la France a peur de se faire humilier. Voici la vraie raison, voici la principale raison. Maintenant, comment contraindre la France à aller dans ce sens? Est-ce que le Mali a d'autres moyens de pression pour obtenir cette réunion? Je pense que le Mali pourra en ce moment ne compter que sur ses alliés. J'ai doute fort que le Mali, pour le moment, a utilisé les cartes de ses alliés les plus proches, c'est-à-dire la Russie ou la Chine. Une façon aussi de mettre la pression sur les chefs d'État africains qui sont vraiment des valets des Occidentaux. Parce que n'oubliez pas
que les 3 pays qui siègent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, nous avons le Gabon, nous avons le Ghana, et bien sûr le Ghana, M. Nana Akufo-Addo, le monsieur que Macron appelle pour faire sanctionner le Mali, et bien sûr nous avons le Kenya qui se trouve beaucoup plus proche du bloc anglo-saxon. N'oubliez pas l'intervention même du Kenya contre les Somaliens. Au niveau de la Somalie, les sales boulots que le Kenya fait dans ces pareils, c'est un peu la même chose que la Côte d'Ivoire fait ici. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la même chose que le Rwanda de Paul Kagame fait au niveau de l'Afrique centrale et de l'Est contre bien sûr la RDC. Donc nous sommes un peu dans ça, nous sommes un peu dans cette attente. Est-ce que les alliés du Mali vont porter les dossiers? Même au cas où les alliés du Mali portent les dossiers, n'oubliez pas qu'au niveau du Conseil de sécurité, la France dispose d'un droit de veto. C'est-à-dire quoi? La France aujourd'hui, malheureusement, est en mesure de bloquer toute résolution qui pourra sortir, en tout cas du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui pose des problèmes aujourd'hui de l'utilité même du Conseil de sécurité au niveau du monde. Si aujourd'hui un pays accusé du terrorisme est en mesure de bloquer une résolution contre nous-mêmes. N'oublions pas que c'est cette même France qui avait fait introduire une résolution que des populations libyennes couraient des dangers pour intervenir en Libye et nous amener tous ces terroristes ici en Afrique. Et aujourd'hui, cette France qui a armé ces terroristes en Libye, c'est la même aujourd'hui qui a accusé encore d'armer les terroristes, pas seulement au Mali, mais au niveau du Sahel. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'embuscades actuellement au niveau du Niger, au niveau du Burkina et même au niveau du Golfe de Guinée. Donc, cette France est encore accusée. Ce n'est pas la première fois qu'elle soit accusée, en tout cas, de soutien aux terroristes. Et si la France est en mesure de bloquer une résolution dans ce sens, dites-vous à quoi sert le Conseil de sécurité. Est-ce que ce conseil doit s'appeler Conseil de sécurité ou Conseil de désordre? Est-ce que ça doit s'appeler Conseil de sécurité ou Conseil de terreur, de terrorisme? C'est parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a quelques nations au monde qui sont érigées les droits de pouvoir agresser d'autres nations, de pouvoir déstabiliser d'autres nations et avoir en même temps encore le droit d'avoir en tout cas des parapluies pour se protéger contre toute résolution. En ce moment, à quoi sert nous autres notre présence dans ce Conseil de sécurité? Toutes les nations qui ont conscience de cela, qu'est-ce que ces nations vont décider de faire? Si la France refuse d'aller dans un débat pour, en tout cas, qu'il l'incrimine pour soutien au terrorisme, aller au moins et se rendre propre là-bas, si vraiment la France est sûre d'elle-même, qu'est-ce que les autres pays qui abritent les bases militaires françaises doivent se dire? Où ces pays tiennent tellement, les dirigeants de ces pays tiennent beaucoup plus à leur pouvoir qu'au bien-être de leur peuple. Parce que partout il y a les bases militaires françaises, soit vous avez la rébellion, ou vous avez le terrorisme, ou en tout cas vous êtes obligé de donner 40 à 60% de votre budget au trésor français pour être en paix. Est-ce jusqu'à quand nous allons rester dans ça? Jusqu'à quand ces États vont tenir les discours d'un développement face à leur opinion sans en réalité poser des actes dans ce sens? Les actes dans ce sens, c'est expulser les bases militaires françaises de l'Afrique qui n'ont autre choix que de maintenir les valeurs françaises à la tête des États africains contre les peuples africains, pour les peuples français, et ensuite qui n'ont d'autre intérêt que de sécuriser les pillages des ressources minières et naturelles de l'Afrique, qui n'ont d'autres objectifs, bien sûr, que d'orchestrer ce terrorisme pour justifier le métier à long terme des bases françaises en Afrique et bien sûr les marchés à bon prix. Parce que quand il y a terrorisme, la France perd votre pays. En zone rouge, d'autres investisseurs ne doivent pas venir, sinon les mercenaires français, les terroristes français vont les prendre en otage. Et bien sûr, au même moment, quand il y a la guerre, Total va continuer à gonfler ses chiffres d'affaires, et Areva va continuer, Bolloré va continuer. Aucune entreprise française n'a jamais quitté un pays d'Afrique parce qu'il y a la guerre. Merci. Issa Diawara, donnons la parole à Abou qui nous appelle depuis l'Angleterre. Abou, bonsoir cher ami. Bonsoir monsieur Bachir Ladan. Que du bonheur de vous voir à cette fin de semaine, à ce début de week-end. Soyez salués avec déférence. Vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue vos invités de la Dream Team, Issa Diawara, le camarade, sont salués avec déférence, et le brillantissime Jonathan Bateguene. Soyez salués avec beaucoup de joie, de paix, d'amour profond. Vous êtes puissants, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Je salue aussi le service de sécurité et
diplomatique de ce soir, comme nous l'avons dit depuis le début, nous avons dit que l'arrestation des mercenaires de Alassane Dramane Ouattara, c'est un pain béni pour l'Afrique, pour le Mali, mais pour l'Afrique par ricochet et pour l'humanité. Pourquoi? Parce que le procès qu'on a tant entendu, c'est-à-dire le procès des impérialistes, cette arrestation-là nous donne l'occasion, hein, une fois pour de bon, de mettre à découvert toutes les manigances des impérialistes, en particulier la jeune française au pouvoir. Pour dire comment cette jeune française-là vient détruire les pays et elle met les pays sur tutelle. Comment elle fait pour créer les coups d'État? Comment elle fait pour créer le désordre en Afrique, pour continuer à être parasite, à vivre sur le dos de l'Afrique? Donc, c'est un peu béni. On ne doit pas laisser ce dossier-là. Et comme Jonathan l'a bien signifié, c'est la France qui est derrière. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout, puisque cette France, elle est rapide à condamner quand ce sont les autres. Actuellement, comme le camarade Issa Diarra l'a dit, il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire. Mais, donc, en appelant, Stéphane l'a dit, il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire. Mais j'avais cette France à parler, se soucier de ces prisonniers. Mais quand il s'agit des mercenaires, on voit aujourd'hui la communauté internationale s'élever. Mais nous, on en rit, on en rigole. Pour nous, c'est carrément, c'est hallucinant. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Ça dit que ils vont pas être ces gens-là qui sachent condamner les autres, mais quand c'est leur tour, ils ont peur des condamnations. Il faut que la France fasse la prison un jour, même si elle ne doit pas faire la prison, mais il faudrait qu'à cette ère du verseau, cette ère de la vérité, que toutes les vérités se disent en mondial vision, que toute l'Afrique le sache et l'humanité le sache. Donc, bonne continuation. Et c'était M. Abou de l'Angleterre. Bye bye, Fama. Bon week-end à vous tous. Merci à vous, cher Abou, depuis l'Angleterre. Alors, il y a un numéro qui essaye de nous joindre depuis sur Skype. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Oui. D'accord, d'accord. Merci à la régie de nous tenir informés. Jonathan Batengene, je crois que ce sera peut-être la dernière intervention. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir entre la Côte d'Ivoire et le Mali sous le prisme de ce problème, cette affaire des 46 mercenaires? Comme nous le disions, il y a M. Alassane Dramane Ouattara, dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, ne mesure pas le mal qu'il fait à la diplomatie ivoirienne, encore moins à l'armée ivoirienne. Il est en train de lui enlever tout son prestige. Il est en train de lui enlever toute sa grandeur. Il est en train de les déshonorer, toutes ces deux composants des institutions ivoiriennes. Il est en train de les déshonorer au point où, même après ce scandale, les diplomates maliens et les Maliens n'auront plus la même perception de cette armée ivoirienne, encore moins de la diplomatie ivoirienne. Pour ceux qui ont été activement dans le dossier, il y aura un choc psychologique tel que, pour eux, chaque fois qu'il sera question de négocier avec la diplomatie ivoirienne, ils verront toujours ces derniers comme n'étant pas maîtres de leur destinée. C'est pourquoi la conséquence la plus logique à tirer pour le peuple ivoirien, c'est de prendre ses responsabilités. Le peuple ivoirien doit prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça peut être par le combat social, comme notre sœur Edith Puchéry-Ballet le menait. Ça peut être par les luttes politiques. Et d'ailleurs, l'opportunité est en train de se présenter. Dans quelques jours, le peuple ivoirien sera convoqué à une élection présidentielle. Et il y a un candidat qui s'est présenté, Bachir. Nous avons fait un temps d'analyse le week-end, depuis déjà 2 week-ends, sur ce qui pourrait être le scénario gagnant au niveau de la Côte d'Ivoire. Eh bien, votre question nous permet de rebondir en procédant à la présentation de quelques éléments qui nous semblent être le scénario le plus envisageable. Aujourd'hui, si vous prenez la scène politique ivoirienne, elle est émiettée. Les acteurs majeurs sont désormais dans une course qui disperse les énergies
des populations électrices. Et dans le cadre du combat politique, il faut une force qui soit assez puissante pour mettre en mal le RDR, ancien RHDP. Il faut battre Alassane Dramane Ouattara. Vous voulez dire le RHDP, ancien RDR? RHDP, ancien RDR. Il faut battre Alassane Dramane Ouattara, qui se présente aujourd'hui comme le principal instigateur de ce larbinisme qui est en train de ridiculiser la Côte d'Ivoire. Et pour le battre, l'équation semble assez complexe, mais aussi simple. Assez complexe, pourquoi? Il faudra que les dirigeants, les leaders de premier plan en Côte d'Ivoire tuent les questions d'ego et laissent prévaloir l'intérêt supérieur de la nation. Et dans ce que nous appelons intérêt supérieur de la nation, c'est une victoire contre le candidat du RHDP, M. Alassane Dramane Ouattara, parce que lui ne laissera personne briguer la candidature à la présidentielle dans son parti. Alors, puisque lui, il se présente comme étant un dinosaure, il faut lui opposer un plus gigantesque dinosaure. Quelqu'un qui a la carrure et qui a l'expérience de victoire électorale. Et un homme l'a déjà fait. Il avait battu Alassane Dramane Ouattara aux élections de 2010. Il a gagné les élections en 2002. Il est un habitué des victoires et il peut conduire cette opposition à la victoire. Ça va donc se faire autour, pour ceux qui comprennent, parce qu'il faut que les Ivoiriens essayent eux-mêmes, parce que ça sera une décision en interne, mais il faut qu'ils aboutissent à une situation où l'ancien ministre Charles Blé Goudé, aujourd'hui un leader de premier plan, il faut le lui reconnaître, il est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé décide de donner un mot d'ordre en faveur du vote pour M. Laurent Koudou Gbagbo. Il faut que Mme Simone Gbagbo, nonobstant les problèmes qu'ils ont eus, se départisse d'un ensemble de pesanteurs qui sont subjectives. Parce que même si elle a des problèmes qui sont réels et des problèmes de couple, elle peut privilégier l'intérêt supérieur de la nation et demander à ses militants de voter Laurent Koudou Gbagbo, le président de la Côte, le candidat du PPACI. Et également, monsieur Henri Konan Bédié, pour ne pas s'éloigner de la question, la normalisation des relations entre Abidjan et Bamako ne se fera qu'après un changement de régime. Changement de régime. Il faut un changement de régime en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Charles Blé Goudé, Madame Simone Gbagbo, ne serait-ce que pour ceux-là, s'ils sont d'accord pour soutenir la candidature du président Laurent Koudou Gbagbo et que tous se mettent résolument dans le flanc de la lutte contre le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, on assistera en 2023 c'est 2023 je crois bien, à une victoire de l'opposition ivoirienne sur le RHDP. Merci, ça, c'est le scénario le plus plausible et ça mais nous permettra de résoudre cette situation plus simplement car les Maliens seront en confiance avec les Ivoiriens. À Issa Diawara, justement, pour vous qui êtes concernés directement, je veux dire, votre pays, par cette bruit des relations entre Abidjan et Bamako, comment normaliser les relations? Bachir, pardon, si vous pouvez répondre rapidement à la question. Est-il encore possible de rétablir les relations diplomatiques et même d'amitié entre Bamako et Abidjan? Si oui, comment? Non, tant que Ouattara est présent, c'est pas facile de normaliser les choses parce que Ouattara, c'est Macron. Tant que le Mali et la France sont en difficulté comme ça, tant qu'il y a bras de fer entre le Mali et la France, j'ai du mal à voir Ouattara revenir, sauf si il fait semblant de normaliser les relations pour pouvoir assouvir certains besoins de Macron pour pouvoir approcher le Mali, parce que là, le combat à distance, s'il ne tient pas le coup stratégiquement, il faut essayer de s'approcher un peu plus de son adversaire ou de son ennemi, sauf s'il tente cette stratégie. Et je pense que cette stratégie, c'est une stratégie déjà vue du côté des autorités maliennes. Je vois d'ailleurs les médias français, les renseignements français qui sont des journalistes,
essayer de dire que le Mali a laissé entendre qu'il peut avoir un rapprochement avec la France. Je me porte à faux. Le Mali n'a jamais dit cela. Le Mali a simplement dit qu'il est prêt à discuter, à collaborer avec tous les pays si ce pays est prêt à respecter les 3 principes posés par le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali, et bien sûr, partout où un État quelconque, une organisation quelconque doit parler du Mali, et cette organisation doit mettre en avant d'abord les intérêts du peuple malien. Donc voici les 3 principes qui sont dictés. Est-ce la France qui a ce complexe, en tout cas du néocolonialisme, peut se soumettre à de telles volontés? La réponse évidemment c'est non. La France n'est pas prête à discuter d'État à État avec le Mali. La France veut rester État et sous-État, discuter d'État avec et sous-État. Donc dans de telles conditions, je pense qu'il serait très difficile que Ouattara trouve intérêt d'entente avec le Mali. S'il ne tenait qu'à Ouattara, je ne pense pas qu'il y aurait grand problème. Mais le problème, c'est que Ouattara lui-même, il est une manette entre les mains de Macron. C'est pourquoi il ne peut pas faire 2 semaines ou 1 mois sans se rendre en France, sans en tout cas téléphoner à Paris, sans en tout cas expliquer quelque chose à M. Emmanuel Macron. Donc je pense aujourd'hui, la normalisation des relations diplomatiques entre le Mali et M. Ouattara, ce n'est pas tout de suite. Moi, je ne vois pas ça tout de suite. Il peut y avoir une semblant de normalisation, mais chacun des camps se prépare à quelque chose. Et Jonathan a parlé de l'élection de 2025. Moi, je ne pense pas que la stratégie, je ne sais pas si moi, mes analyses là sont souvent des points forts ou souvent ça expose. Moi, je pense plutôt la candidature de Gbagbo, c'est un cheval de Troie. Je ne pense pas que la stratégie, c'est d'aller jusqu'à l'élection de 2025. Je ne pense pas. Et aller à cette élection, je pense que ça serait l'échec de la stratégie mise en avant par Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui l'opposant valable en face, bien sûr, de M. Ouattara, en déclarant très tôt, depuis 2022, en se déclarant candidat. Et je pense qu'il y a quelque chose qui suit derrière. Merci. Merci à vous également, cher Issa Diawara, pour le temps et surtout l'intellect que vous partagez avec nous. Merci à tous nos amis du côté de Bamako, de Kati, de Kai. Vous êtes très très nombreux à chaque fois à nous écrire de ce côté-là et nous en profitons pour saluer Mali Vision qui est un partenaire de ce côté. Eh bien, Jonathan Batengene, merci à vous également. On a finalement bouclé la semaine. Et nous allons continuer certainement demain dans le cadre de l'international aux côtés de Siki Doumbé et d'autres panélistes de Pointe. Merci à tous ceux qui nous suivaient, quelle que soit la plateforme, et surtout à cette équipe technique infatigable qui nous a produit cette autre édition du Point sur l'actualité. On se retrouve très bientôt sur les antennes de Foyou Média Afrique. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision.